Les conversations s'éteignirent instantanément lorsque Rex, un vieux berger allemand au poil grisonnant, se libéra de l'emprise du détective Carter Whitmore et se rua droit vers le petit cercueil blanc. Son aboiement rauque déchira le silence respectueux du cimetière de Pine Hill. Ses griffes martelaient frénétiquement le bois laqué, non pas sous le poids du chagrin, mais dans un élan d'alerte désespérée. Vanessa Whitmore s'effondra à genoux, sa robe noire se répandant comme une ombre sur l'herbe humide. Autour d'elle, les invités reculèrent, stupéfaits. Une vieille femme laissa tomber son missel, des enfants se cachèrent le visage dans le giron de leurs parents. Mais à travers les doigts crispés, leurs yeux restaient accrochés à la scène, hypnotisés. Le chien griffait le cercueil d'Avery, leur fille de 7 mois. Et Carter, flic aguerri du service de police de Larkspur, sentit un tremblement parcourir sa main quand il effleura son arme de service. Pas pour s'en servir, juste par réflexe, par besoin de contrôler quelque chose dans ce chaos. « Éloignez ce chien !» hurla le directeur des pompes funèbres. Mais Rex ne s'arrêta pas. Ses hurlements devenaient de plus en plus frénétiques. Qu'est-ce qu'il savait ? Et pourquoi Carter ressentait-il soudain cette pointe d'espoir si absurde, si impossible, qu'elle en devenait douloureuse ? Laissez un j'aime si l'histoire vous touche, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, sans oublier de mentionner la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, reprenons le fil de cette histoire. En 15 ans de service, Carter avait vu la mort sous toutes ses formes. Des overdoses solitaires dans des motels miteux aux scènes de crimes les plus atroces. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à perdre sa fille. À 38 ans, son visage portait les stigmates de trop de nuits blanches, de trop d'affaires classées sans justice. L'année précédente, l'enquête sur le dépeceur de North Pine avait failli le briser. 3 enfants tués avant qu'il ne mette la main sur l'assassin. Il s'était juré que plus jamais, et voilà qu'il se tenait là, impuissant dans un cimetière, à regarder son chien déchirer le vernis de la tombe de son propre bébé. Vanessa, elle, avait été son ancre. 5 ans plus jeune, infirmière en néonatologie, elle avait cette capacité à tenir la main des parents quand leur monde s'écroulait. C'est d'ailleurs lors d'une affaire d'abus sur nourrisson qu'ils s'étaient rencontrés. L'enfant avait survécu grâce à elle. Les parents, eux, croupissaient en prison. Vanessa avait cette lumière dans le regard, même après ses longues gardes à l'hôpital. Elle avait soigné bien plus que des enfants. Elle avait réparé Carter et Avery avait été leur miracle. 7 ans d'attente, 3 fausses couches, 2 cycles de FIV, des économies envolées, et puis, un matin, ce test positif. Rex l'avait senti avant eux. Ce berger allemand de 9 ans avait commencé à suivre Vanessa partout, posant sa grosse tête sur son ventre encore plat. Il savait, il avait toujours su, son histoire s'était mêlée à la leur, tissée comme une légende familiale. 7 années de service côte à côte, 3 décorations pour bravoure, il avait flairé des traces que même les meilleurs limiers humains avaient ignorées. Et ce jour-là, dans cet entrepôt du quartier Est, lorsque Carter était pris sous le feu de membres de gang, c'est Rex qui avait chargé. Les balles lui avaient fracassé la hanche gauche, on avait parlé de retraite anticipée. Carter, lui, appelait ça lui avoir sauvé la vie. Depuis, Rex avait pris une nouvelle mission à cœur, veiller sur Avery. Dès qu'il l'avait ramené de l'hôpital, émailloté dans sa couverture rose, Rex s'était couché à côté du berceau. Il ne la quittait plus. Il dormait à ses pieds, redressait les oreilles à chaque micro-soupir. Quand elle a commencé à ramper, Rex s'interposait entre elle et le danger, l'escalier, la cheminée, même les amis trop brusques. Vanessa plaisantait. On a engagé une nounou à poil. Mais Carter voyait bien. Rex protégeait sa meute. Il connaissait 43 ordres. Il pouvait suivre une piste vieille de 7 jours. Mais plus que tout, il avait ce don, ce 6e sens, pour le malaise humain. Pendant les coliques d'Avery, il allait chercher Vanessa avant même que la petite ne pleure. Lors de sa première fièvre, il n'avait pas quitté le berceau gémissant jusqu'à ce que Carter appelle la pédiatre. Et maintenant, le voir ainsi, gratter le cercueil avec cette urgence animale, réactivait une alarme oubliée dans la tête du policier. En 7 ans, Rex ne s'était jamais trompé. 3 semaines plus tôt, la maison des Whitmore baignait dans une tranquillité rare. Avery se réveillait à 6 heures, ses petits gazouillis traversaient le babyphone. Mais Rex, comme toujours, les entendait avant. Il quittait son matelas, poussait la porte de la chambre d'un coup de museau et s'asseyait en sentinelle jusqu'à ce que Vanessa arrive. Ce mardi-là ne semblait pas différent. Vanessa la prit dans ses bras, respira son odeur de lait et de savon. Rex suivait, les yeux rivés sur chaque geste. C'est là qu'il remarqua une toute petite vibration dans la main gauche d'Avery, un tremblement minuscule. Il gémit
Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Demanda Vanessa en fermant la couche. Avery babillait joyeusement, ignorant l'inquiétude qui montait. Mais Rex approcha, reniflant frénétiquement ses vêtements, sa peau, l'air, quelque chose n'allait pas. Une odeur à peine perceptible comme un fruit qui commence à tourner, inexistante pour les humains. Un cri d'alarme pour son nez entraîné. Durant le petit déjeuner, Rex resta agité. Il refusa ses croquettes, se postant sous la chaise haute. Carter tenta de le faire bouger. Rien à faire, le chien refusait. Vanessa fronça les sourcils. Il est bizarre depuis quelques jours. Hier au parc, il a grogné sur cette femme qui voulait prendre Avery dans ses bras. J'ai eu honte, mais Carter observait. Ce n'était pas un simple caprice. Son ancien partenaire affichait son langage d'alerte. Colonne vertébrale tendue, regard fixe, poils hérissés, sauf que cette fois, ce n'était ni de la drogue, ni un cadavre. C'était leur fille. Le rendez-vous vaccinal était prévu pour l'après-midi. Docteur Linda Berenger, pédiatre très respectée dans le quartier aisé d'Elmswood Hills. 40 ans d'expérience, mur couvert de cartes de remerciements. Grâce à l'hôpital, Vanessa avait obtenu un créneau malgré la liste d'attente de plusieurs mois. En installant Avery dans le siège auto, Rex devint fou. Il bloqua la portière, geignit, tira sur le pantalon de Vanessa. Lorsqu'elle le repoussa doucement, il courut vers Carter, attrapa sa manche entre les dents, un geste qu'il n'avait jamais osé faire, et tenta de le tirer. « Rex, stop !» hurla Carter autoritaire. Rex lâcha prise, mais se mit à tourner autour de la voiture, aboyant dans l'écho du garage. Carter dut le retenir de force, tandis que Vanessa reculait dans l'allée. Les hurlements du chien les accompagnèrent jusqu'au bout de la rue. À la clinique, tout semblait en ordre. Murs pastel, dessins d'animaux alphabétiques, musique douce. Les autres parents souriaient gentiment, alors qu'Avery pleurait un peu. Docteur Berenger, silhouette rassurante, cheveux argent attachés en chignon et lunettes sur chaîne perlée, les accueillit chaleureusement. « Comment va notre petite princesse aujourd'hui ?» demanda-t-elle, soulevant Avery avec des gestes sûrs. Elle vérifia le poids, le cœur, les oreilles. Tout est parfait. Poids et taille dans le 75e percentile. Vanessa sourit, soulagée. Elle dort bien, mange tout ce qu'on lui donne. La pédiatre hocha la tête. Parfait. Aujourd'hui, juste les vaccins habituels. DTaP et rotavirus. Elle risque d'être un peu grognon ce soir. Rien d'anormal. Les injections furent rapides. Avery pleura un moment, puis se blottit contre l'épaule de Vanessa. La docteure nota quelques lignes dans le dossier. Appelez si elle dépasse 38,5 ou devient amorphe. Rien d'alarmant. Mais cette nuit-là, tout changea. Ce soir-là, Avery était agité. Sa température monta doucement jusqu'à 38,4. Vanessa, fidèle à ses réflexes d'infirmière, lui donna une dose de Tylenol pour nourrisson et la berça doucement, ses doigts passant dans les cheveux fins de sa fille. Rex, posté comme une statue au pied du berceau, suivait chaque respiration de la petite avec une intensité presque douloureuse. Son museau remuait à chaque souffle, ses oreilles en alerte, il refusait de dormir, refusait de manger. Il veillait. À minuit, le cri d'Avery fendit la nuit. Un hurlement aigu, brut, différent de ses pleurs habituels. Pas un appel, mais une alarme. Vanessa et Carter jaillirent du lit, le cœur déjà battant. La température avait grimpé à 39,5. Son petit corps était brûlant, collant de sueur, et elle avait vomi dans son berceau. Rex était déjà là, les pattes sur le rebord du lit d'enfant, grognant avec une urgence mêlée d'inquiétude. On l'emmène à l'hôpital. Vanessa ne laissa aucune place à la discussion. Son regard avait changé. Elle était passée de mère à professionnelle, et même dans la panique, son corps agissait avec méthode. Elle enveloppa Avery dans une couverture propre, tandis que Carter appelait les urgences pédiatriques. Rex tenta encore de grimper dans la voiture, forçant Carter à le retenir une fois de plus. « Reste !» ordonna-t-il d'une voix ferme, brisée. Rex hurla alors qu'il s'éloignait, son cri résonnant longtemps dans la rue silencieuse. À l'hôpital de Hillsdale, les urgences pédiatriques étaient calmes cette nuit-là. Avery fut immédiatement admise et transférée sous monitoring. Son état empirait. La respiration devenait sifflante, ses yeux se révulsaient par moments. Dans la chambre d'observation, le bip régulier des machines couvrait à peine les murmures tendus entre les soignants. Docteur Berenger arriva à peine 1 heure après leur admission, toujours en tenue civile, l'air épuisé mais compatissant. « Dès que j'ai entendu, je suis venu. Il arrive parfois que les vaccins provoquent des réactions. On va la surveiller de très près. » Avery fut transféré en soins intensifs. Son petit corps fut branché à des machines, des tubes
partout. Elle ressemblait moins à un bébé qu'à un être suspendu entre deux mondes. Vanessa resta auprès d'elle, une main glissée dans l'ouverture des parois en plastique de l'incubateur. Carter, lui, errait, appelant les proches, tentant de retenir les sanglots qui menaçaient à chaque instant. Dehors, à 3 étages sous la chambre, Rex avait trouvé sa place. Assis devant l'entrée principale, il fixait les fenêtres du service pédiatrique. Le personnel de sécurité avait essayé de le chasser, mais à chaque fois, il revenait. Il refusait de partir, refusait de manger, refusait de dormir. Il montait la garde malgré sa hanche douloureuse, malgré le froid du trottoir. 3 jours passèrent. Les médecins restaient perplexes. Les constantes d'Avery variaient sans logique. 1 heure, elles s'amélioraient. L'heure suivante, tout s'effondrait. On parle de septicémie, mais aucune infection n'était détectée. Les analyses, les cultures, les bilans, tous sortaient normaux. Dr Berenger restait présente, vigilante, presque trop présente, selon certaines infirmières. Elle passait des nuits entières dans le service, révisant les dossiers, parlant aux spécialistes. Pour Carter, c'était une bénédiction, une docteure si impliquée, une alliée. Pour Rex, rester dehors sous la pluie et le vent, c'était une anomalie. Vanessa ne quittait plus la chambre. Carter faisait des allers-retours entre la cafétéria et les services administratifs. La veille du 4e jour, alors qu'il déposait un café sur la table de chevet, l'alarme retentit. Les machines hurlèrent. Avery convulsait. Des infirmières jaillirent. Une médecin cria « Crise convulsive !» Température à 41. Dr Berenger était déjà là, insistant pour de l'attivant, ordonnant des couvertures froides, vérifiant les pupilles. Vanessa se retrouva plaquée contre le mur, impuissante, regardant les professionnels s'activer autour de son enfant. Elle avait vu ce genre de scène 1000 fois, mais jamais avec son propre bébé au centre. Carter tenta de la soutenir, mais lui-même avait le souffle court. Il savait ce que ces chiffres voulaient dire. Il avait vu trop de rapports d'autopsie, trop de courbes vitales s'aplatir. Et à ce moment précis, à 3 étages en bas, Rex leva la tête et hurla. Un hurlement ancestral, celui d'un animal sentant la mort, un cri si profond que les patients se figèrent. Le personnel hospitalier s'arrêta net dans les couloirs. Ce n'était pas un aboiement, c'était un cri d'agonie. Les heures suivantes furent floues. L'état d'Avery restait critique. On parle d'intubation, de coma induit, d'atteinte neurologique. Les analyses ne montraient toujours rien de clair. Dr Berenger parlait désormais de réponse immunitaire extrême. C'est comme si son propre corps s'était retourné contre elle, murmura-t-elle sans jamais quitter son poste. Vanessa dormait par tranches de 15 minutes, Carter n'osait plus fermer l'œil. À l'extérieur, Rex refusait toujours de bouger. Un agent de sécurité, touché par sa loyauté, avait placé une couverture sous lui. Il n'y toucha pas, il attendait, puis le 4e jour arriva. Et tout s'écroula. Le rythme cardiaque d'Avery chuta brutalement. On injecta de l'adrénaline, du calcium, on réajusta les doses d'oxygène. Rien ne semblait fonctionner. À 11h47, entouré de ses parents qui tenaient chacun une main minuscule, Avery rendit son dernier souffle. Les tentatives de réanimation durèrent 32 longues minutes. Des compressions délicates, à 2 doigts, pour ne pas briser les côtes, des injections, des décharges électriques, le cœur ne repartit pas. Dr Berenger finit par poser la main sur le bras de l'infirmière en chef. Heure du décès, 12h19. Sa voix se brisa. Vanessa s'effondra sur le corps de sa fille. Carter, lui, resta debout, figé, le cœur vidé. Le miracle pour lequel il s'était embattu venait de disparaître. Dehors, Rex cessa d'aboyer. Les jours qui suivirent ressemblèrent à un rêve gris et figé. Une brume épaisse, faite de formulaires, de signatures, de décisions absurdes à prendre quand plus rien n'avait de sens. La mort d'un enfant n'est jamais naturelle, mais celle d'Avery, si soudaine, si inexplicable, laissait un vide plus large que la perte elle-même. Dr Berenger prit en charge toutes les formalités. Elle guida Carter et Vanessa avec une douceur méthodique. Chaque mot était calibré pour rassurer, pour accompagner, pour envelopper leur douleur dans une routine quasi professionnelle. « J'ai demandé une autopsie complète », leur dit-elle, la voix chevrotante. « On doit comprendre ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour votre paix intérieure, et pour éviter que ça ne se reproduise ailleurs. » Mais l'autopsie fut conduite rapidement, trop rapidement. Elle fut organisée en dehors de l'hôpital dans un établissement privé recommandé par Berenger elle-même. Le rapport officiel conclut à une défaillance multiviscérale d'origine inconnue. Une formule polie pour dire
Nous n'avons aucune idée. Les funérailles furent programmées pour le samedi suivant. Le ciel de Larkspur, d'ordinaire lumineux en octobre, était bas, chargé de nuages épais, comme s'il reflétait l'humeur accablée de la ville. Carter enfila machinalement son costume noir, le même qu'il portait aux enterrements de collègues. Cette fois, c'était pour sa fille. Il boucla sa cravate sans se regarder dans le miroir. Vanessa, elle, était assise devant sa coiffeuse depuis 1 heure, fixant le portrait d'Avery sans parvenir à poser le moindre maquillage sur ses joues marbrées de larmes. Rex n'avait pas bougé de la chambre d'Avery depuis 3 jours. Il dormait sous le berceau vide, la truffe dirigée vers l'endroit exact où reposait autrefois la tête de la petite. Il refusait toujours de manger. Ses pattes étaient blessées, ses coussinets craquelaient à force de marcher seul dans la ville après s'être échappé de la maison. Carter l'avait retrouvé, couvert de boue et de sang séché, assis sur le perron, comme s'il n'était jamais parti. Ce matin-là, lorsque Carter attrapa sa laisse, Rex ne résista pas. Il le regarda simplement avec ses yeux ambres pleins de choses qu'aucun humain ne pouvait comprendre. Il savait qu'on l'emmenait dire adieu, ou peut-être dire non. Dans la voiture, Rex s'installa à l'arrière, à la place qu'occupait autrefois le siège bébé. Il reniflait l'air, comme s'il traquait un fantôme. Carter, au volant, sentit ses doigts trembler autour du cuir. Il ignorait pourquoi, mais quelque chose l'étouffait. Et ce n'était pas uniquement le chagrin. Au cimetière de Pine Hill, les invités se rassemblèrent sous une grande tente blanche. Le cercueil blanc d'Avery reposait au centre, si petit qu'il ressemblait à un couffin. Des fleurs roses et blanches l'enveloppaient, mais rien ne pouvait adoucir la dureté de cette scène. Rex était couché au pied de Carter, immobile, mais son regard ne quittait pas le cercueil. Lorsque les porteurs placèrent le cercueil sur le piédestal, Rex se leva. Carter posa la main sur son collier, sentant une tension vibrer dans tout le corps du chien. Il se raidissait, comme aux heures où il s'apprêtait à perquisitionner une planque, comme lorsqu'un danger invisible planait. « Qu'est-ce que tu sens, mon vieux ?» murmura Carter, le regard fixé sur le bois laqué. Le prêtre commença son homélie. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Avery Grace Whitmore. » Il parlait doucement, avec compassion. Mais au deuxième mot, Rex explosa. Il tira si fort qu'il brisa la boucle de sa laisse. Un éclair de muscles grisonnants bondit vers le cercueil, aboyant si fort que les feuilles des chênes frémirent. Il heurta la structure avec un tel impact qu'elle faillit basculer. Ses griffes labourèrent le bois, arrachant la peinture blanche. Ce n'était pas un aboiement de douleur, c'était un avertissement, un cri de détresse, celui qu'il poussait lorsqu'il retrouvait des survivants sous des gravats ou lorsqu'il flairait des restes humains. Ce cri-là, Carter le connaissait. « Rex, non !» hurla-t-il en se jetant sur le chien. Mais Rex l'évita d'un mouvement agile, chose qu'il n'avait plus faite depuis des mois. Il bondit à nouveau, ses crocs attrapant le rebord du cercueil. Plusieurs invités hurlèrent, certains reculèrent, d'autres, curieusement, s'approchèrent. Le directeur des pompes funèbres, Monsieur Hardwick, s'interposa. « Détective Whitmore, je vous en prie, ce comportement est intolérable. »« Je le sais, » répondit Carter, luttant pour retenir Rex. « Mais il ne fait jamais ça. Jamais. » Vanessa s'était figée. Ses larmes avaient cessé de couler. Elle regardait Rex avec une expression étrange, plus de douleur, de la confusion, et derrière, quelque chose d'autre. « Carter » souffla-t-elle, « et s'il savait quelque chose ?»« Madame Whitmore, soyez raisonnable » coupa Monsieur Hardwick. « Le chien est en deuil, c'est tout. Ce genre d'émotion peut déclencher des comportements disproportionnés. » Mais Rex n'abandonnait pas. Il bondit une 3e fois. Cette fois, il réussit à faire céder une charnière. Le cercueil vacilla dangereusement. Une partie du couvercle se souleva. La tension dans l'air devint insoutenable. Carter n'entendait plus rien d'autre que les battements de son cœur. Vanessa s'avança. « Ouvrez-le !»« Madame Whitmore, ouvrez ce cercueil, bon sang !» cria-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « C'est ma fille. Si Rex pense qu'il y a quelque chose de bizarre, alors on regarde. » Un murmure choqué se répandit dans l'assemblée. Certains sortirent leur téléphone. Le prêtre, M. O'Connell, s'approcha doucement. « Peut-être, dit-il, sa voix grave mais compatissante, que Dieu agit parfois à travers ceux qu'on n'attend pas. » Hardwick perdit patience. « Ceci est une violation totale du protocole. Le corps a été scellé par l'hôpital. Nous n'avons pas le droit. »« Alors pourquoi tremblez-vous, monsieur Hardwick ?» répliqua Carter, les yeux plissés. « Vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas ?» Et à ce moment précis, Rex décida pour eux. Il bondit une dernière fois. Le cercueil chuta dans un bruit sourd, le couvercle s'ouvrant brutalement. Des cris fusèrent.
Carter et l'inspectrice Mia Garza, sa collègue, furent les premiers à voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas Avery, c'était une poupée, réaliste, coiffure identique, poids calculé, même robe de baptême cousue par la mère de Vanessa, mais les bras étaient raides, les yeux en verre, un simulacre. Vanessa poussa un hurlement qui transperça le silence du cimetière. Elle tomba à genoux devant le cercueil, ses mains tremblantes n'osant pas toucher l'objet grotesque. « Où est-elle » haleta-t-elle. « Où est mon bébé ?» Rex s'arrêta net. Il renifla la poupée, éternua avec dégoût, puis se mit à chercher autour. Il commença à tracer des cercles, le nez collé au sol. Sa posture redevenue celle du K9 qu'il avait été. Mia sortit immédiatement son téléphone. Inspectrice Garza à Centrale, code 702, possible enlèvement ou substitution de corps, envoyez toutes les unités disponibles au cimetière de Pine Hill. L'ambiance dans le cimetière bascula en quelques minutes. Les pleurs de deuil se transformèrent en cris d'effroi. Les murmures respectueux en exclamations paniquées. Des officiers en civil, venus rendre hommage à la fille de leur collègue, sortirent leurs insignes. Une ligne fut formée autour du cercueil. Les invités furent de prier de reculer. La poupée fut photographiée sous tous les angles, sans être déplacée. Rex, lui, tournait toujours, aboyant à intervalles réguliers, comme s'il suivait une trace invisible que seul lui pouvait percevoir. Carter était figé. Son esprit refusait de suivre. Il voyait sans comprendre une poupée à la place du corps de sa fille. L'image était surréaliste, un cauchemar qui débordait dans le réel. Vanessa, blottie contre le cercueil, refusait de lâcher la main de plastique, comme si elle espérait qu'en la tenant assez fort, elle redeviendrait chère. Inspectrice Mia Garza prit le commandement de la scène. Elle dirigea les premières unités vers la morgue privée de l'hôpital en exigeant les enregistrements de vidéosurveillance. Les pompes funèbres de Hillsdale furent mises sous scellé. Le directeur, M. Hardwick, devint immédiatement une personne d'intérêt. Il tenta de fuir les lieux, mais fut retenu par 2 agents. « Je ne suis qu'un exécutant. J'ai reçu le cercueil déjà scellé », cria-t-il, les yeux exorbités. Garza lui lança un regard glacial. « Alors il va falloir nous dire qui l'a scellé, et surtout qui l'a rempli. » Pendant ce temps, Rex marquait un nouveau point. Il gratta les sols, tourna autour d'un bouquet de fleurs tombées, puis fonça vers une tombe voisine. Là, il s'arrêta net et se mit à creuser frénétiquement. Garza s'approche. « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» demanda-t-elle. Carter la rejoignit, essuyant la sueur de son front. « Il traque une piste, il l'a fait des dizaines de fois pendant nos enquêtes. Si Rex gratte, c'est qu'il y a quelque chose. » Les fouilles furent ordonnées dans la demi-heure. Une équipe de forensics arriva, on exhuma une urne funéraire, vide. Et sous la couche de terre, un petit morceau de tissu, rose, identique à celui que portait Avery à l'hôpital. Vanessa hurlait. Carter se battait pour rester debout. Il comprenait enfin. L'histoire racontée par l'hôpital n'était qu'une mise en scène. Leur fille Hélène n'avait jamais été inhumée. Elle avait été enlevée, substituée, cachée. Et le corps remplacé par une marionnette. Le cauchemar ne faisait que commencer. Dans les heures qui suivirent, les premières incohérences apparurent. Le registre de sortie du corps d'Avery, signé par un certain docteur Andrew Bell, n'existait pas dans le personnel de Hillsdale. Le numéro d'identification médicale de la morgue ne correspondait à aucun dossier connu. La vidéo de transfert du corps montrait un individu masqué, vêtu d'une blouse réglementaire, entrant à 2h37 du matin et ressortant 7 minutes plus tard avec une mallette de transport. Qui a eu accès à Avery après sa mort déclarée ? Demanda Garza à voix haute. Tous les regards convergèrent vers Dr Linda Berenger. Mais elle était introuvable. Garza ordonna un avis de recherche immédiat. Un mandat d'interpellation fut signé. En moins de 2 heures, le visage de la pédiatre trônait sur les écrans des commissariats de tout l'État. Soupçonnée d'enlèvement, falsification de documents médicaux et obstruction à une enquête criminelle. Carter, de retour chez lui avec Vanessa, fixait le babyphone vide dans la chambre d'Avery. « Elle savait » murmura-t-il. « Elle a orchestré tout ça depuis le début. Elle a choisi le jour, le moment, la fausse mort. Elle nous a regardé pleurer pendant qu'elle couvrait leur plan. » Vanessa, vidée, assise sur le bord du lit, fixait l'ours en peluche favori d'Avery. Sa voix était à peine audible. Pourquoi elle ferait ça ? C'était sa patiente. Elle l'aimait. Carter secoua la tête. Elle ne l'aimait pas. Elle avait besoin d'elle. Rex entra dans la pièce, boitant légèrement, son museau taché de poussière. Il alla droit vers le placard à jouets et gratta la porte. Quand Carter l'ouvrit,
Le chien en sortit un petit pull d'Avery et s'assit. Puis il regarda la fenêtre, fixement, vers la forêt, vers quelque chose qu'eux ne voyaient pas encore. Carter comprit. Il sait où elle est. Le vent s'était levé au-dessus des bois de Larkspur. Une brise sèche balayait les feuilles mortes et l'air portait une tension étrange. Carter se tenait debout dans le jardin, les yeux rivés sur la ligne des arbres. Rex restait immobile à ses côtés, le regard braqué dans la même direction. Depuis le moment où il avait trouvé ce pull, le vieux chien avait refusé de quitter la fenêtre. Et maintenant, il était prêt. Ses muscles fatigués s'étaient raidis. Son souffle s'accélérait. Il n'attendait qu'un mot, et Carter le lui donna. « Va !» Rex partit en ligne droite, nez au sol, traversant le jardin, la clôture, et s'engouffrant dans les sous-bois. Carter bondit dans sa voiture, suivant sa trajectoire via le GPS fixé à son collier. Il appela immédiatement l'inspectrice Garza. « Il a une piste, je le suis. » Garza n'hésita pas. « Je te rejoins avec une équipe, n'interviens pas seul. » Mais Carter n'écoutait déjà plus. Rex courait comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Chaque pas semblait motivé par une certitude viscérale. La piste était fraîche, humide, vivante. Il reniflait des traces d'Avery. L'odeur de lait infantile, de lotion, de coton, d'angoisse aussi. Des traces chimiques humaines que son museau savait lire comme un livre ouvert. Il contourna un ruisseau, grimpa une colline rocailleuse, traversa une clairière, puis ralentit à l'orée d'une cabane abandonnée. Carter s'arrêta à quelques mètres. Il coupa le moteur, descendit, arme au poing. La cabane n'était pas marquée sur les plans municipaux. Un ancien relais de chasse peut-être. Une construction en bois sombre, partiellement affaissée, mais dont la porte semblait récemment changée. Rex tourna autour sans bruit, aboyant à peine, puis il s'arrêta devant une trappe, gratta 2 fois, s'assit. Carter s'approche lentement. Il posa la main sur la poignée rouillée, un cadenas pendait, fraîchement découpé. Il inspira profondément, puis ouvrit. Une odeur de renfermé lui sauta au visage, mais aussi autre chose, un parfum floral et un son, faible, un gémissement, un toussotement étouffé. Il descendit lentement les marches en colimaçon, Rex collé à ses talons. Et là, dans une pièce faiblement éclairée par une ampoule suspendue, il la vit, Avery, vivante, allongée sur un matelas posé à même le sol, entourée de couvertures et de peluches. Son visage était pâle mais reconnaissable, ses joues creuses, mais ses yeux le fixaient brillants, comme s'il n'avait jamais cessé de l'attendre. Il lâcha son arme. Avery, sa voix se brisa. Il tomba à genoux, ouvrit les bras, et elle, sans pleurer, se glissa contre son torse. Il la sentit respirer, sentit son cœur battre. Elle était là, par miracle, par horreur aussi. Rex s'approcha, renifla la fillette, puis lécha doucement sa joue. Avery leva la main et la posa sur sa tête, dans un geste de reconnaissance, comme si elle disait « Je savais que tu viendrais ». Carter appela aussitôt les secours. « J'ai retrouvé ma fille. Elle est vivante. Elle est en vie. Je répète, elle est vivante ». Les mots avaient du mal à sortir. La ligne trembla. « Elle a besoin d'aide, vite !» 10 minutes plus tard, les sirènes envahissaient les bois. L'équipe de Garza entra dans la cabane, les armes au poing. Ils sécurisèrent les lieux. Puis les techniciens commencèrent les prélèvements. Des seringues, des documents, un ordinateur portable et surtout une caméra. Dans un angle de la pièce, fixée à un trépied, elle était braquée sur le matelas, sur Avery. Garza, les mâchoires crispées, alluma l'écran. Un flux vidéo enregistré, plusieurs fichiers, elle lança le plus récent. La vidéo montrait Avery endormie. Puis, une silhouette apparut dans le cadre, une femme de dos, cheveux gris attachés, blouse blanche, docteur Linda Berenger, elle parlait doucement, comme à un animal. « Tu es parfaite, parfaite. Tu n'as aucune idée de ce que tu représentes. » Elle s'agenouilla près d'Avery, vérifia ses constantes, nota quelque chose dans un carnet. Puis, elle leva les yeux vers la caméra et sourit. Garza stoppa la vidéo. Elle est impliquée jusqu'au cou et elle sait qu'on va la traquer. Pendant qu'une ambulance embarquait Avery pour un hôpital sécurisé, Carter s'assit sur le pare-choc, la tête entre les mains. Il tremblait, pas de peur, de rage. Il voulait des réponses et Dr Berenger allait les lui donner. Rex s'approcha, posa doucement sa tête sur le genou de son maître. Son regard disait « Ce n'est pas fini ». L'hôpital sécurisé de Waverly Springs, à 50 km au nord de Larkspur, fut réquisitionné par le FBI dans les 2 heures suivant la découverte d'Avery. Seuls 3 médecins eurent l'autorisation de l'approcher. Aucune caméra, aucun téléphone.
L'enfant était gardé comme une preuve vivante, mais surtout comme une victime centrale dans ce qui devenait de toute évidence un réseau organisé. Avery souffrait de malnutrition modérée, de légères brûlures de contact sur la nuque et de plusieurs piqûres anciennes. Les tests sanguins révélèrent des doses inhabituelles de calmants, pas mortelles, mais suffisantes pour l'endormir plusieurs jours d'affilée. Plus inquiétant encore, dans ses urines, on retrouva des traces d'un composé expérimental jamais autorisé pour les enfants, souvent utilisé en laboratoire vétérinaire. Garza, en lisant les rapports, sentit la nausée monter. Elle était utilisée comme cobaye. Carter, lui, restait au chevet d'Avery. Il n'avait pas quitté sa chambre depuis son admission. Pas un mot, pas une larme. Son regard n'était plus celui d'un père en deuil. C'était celui d'un homme en chasse. Pendant ce temps, l'enquête s'élargissait. Le FBI, désormais impliqué, fouillait chaque adresse liée à Dr Berenger. Son appartement à Elmswood Hills était vide, rangé au millimètre. Son ordinateur personnel avait été effacé à distance. Son téléphone, abandonné dans une bouche d'égout. Pas de trace d'elle depuis 3 jours. Mais Rex, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Garza eut une idée. Elle fit ramener au poste tous les objets saisis dans la cabane, couvertures, peluches, vêtements de Berenger. Elle les plaça devant Rex dans une salle de briefing. Il renifla chaque objet, puis marqua le carnet en cuir brun de la pédiatre. Il le gratta, tourna autour, insista. Le carnet était codé, mais une page était cornée. À la base, un nom griffonné à l'envers. N. Bloomfield. Garza lança une recherche nationale. Rien. Mais un analyste remarqua une propriété abandonnée à ce nom dans le Montana. Un ancien sanatorium pour enfants atteints de tuberculose, fermé depuis les années 70, et racheté par un groupe privé anonyme, 6 mois plus tôt. Carter, apprenant cela, se leva. Elle s'y cache, elle prépare quelque chose d'encore plus gros. Garza hésita. On n'a pas encore l'autorisation, c'est hors juridiction. On doit attendre. Carter la fixa droit dans les yeux. Si tu ne viens pas, j'irai seul. Le lendemain, ils partirent avec une équipe réduite. 2 agents fédéraux, un spécialiste du renseignement et bien sûr, Rex. Il pleuvait quand ils arrivèrent sur place. Le sanatorium dominait une colline boisée, comme un château oublié. Grilles rouillées, vitres brisées, mais une aile avait été rénovée. Lumière aux fenêtres, générateur actif. Ils approchèrent en silence. Carter sentait la tension dans son estomac. Il n'avait pas pris une décision rationnelle depuis qu'il avait ouvert ce cercueil vide. Mais il s'en fichait. Quelque chose les attendait là-dedans, quelque chose d'inimaginable. Rex montra les dents. À l'intérieur, les murs étaient de blanc, trop blanc. Des odeurs chimiques flottaient dans l'air. Un ascenseur fonctionnait. Des écrans de surveillance affichaient les couloirs. Et surtout, une salle entièrement vitrée. À l'intérieur, une table d'opération, 2 berceaux et 3 enfants. Pas morts, endormis. Le plus jeune, pas plus de 2 mois. Le plus vieux, une fillette qui aurait pu être la jumelle d'Avery. Elle refait les mêmes manipulations. Garza hocha la tête, livide. C'est une ferme expérimentale, une clinique illégale. Carter n'attendit pas. Il fonça. À peine eut-il pénétré dans la salle qu'une porte se referma derrière lui, bloquée électroniquement. Et dans un haut-parleur grésillant, la voix de Berenger retentit. « Je savais que tu viendrais. » Il fit volte-face. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de fureur. « Où es-tu » rugit-il. « Où est le reste? Qui d'autre est impliqué ?» La voix ria doucement, un rire creux, glacial. « Tu n'as aucune idée de ce que tu touches. Ce que tu appelles crime est une avancée. Ces enfants ne sont pas perdus. Ils sont la clé. Avery est spécial. Tu le sais, pas vrai? Son métabolisme, sa résistance, elle est différente. » Carter hurla. « Tu as drogué ma fille, tu l'as volée, tu l'as traitée comme un échantillon. » Un bruit de pas résonna derrière la vitre, et soudain, elle apparut. Linda Berenger, en chair et en os, toujours aussi calme, toujours aussi droite. Mais cette fois, son regard avait changé. Il n'y avait plus rien d'humain dedans. « Tu as éveillé quelque chose, dit-elle, et tu ne peux plus l'arrêter. » Mais Carter n'était plus le père brisé du cercueil. Il était redevenu le détective, le survivant. Il activa discrètement la balise qu'il portait à la ceinture. À 10 km de là, l'équipe du FBI recevait le signal. Il l'a localisé. À l'instant où le signal de détresse fut capté, l'unité d'intervention spéciale se mit en branle. Hélicoptères, SUV tactiques, drones, tout fut déployé avec une coordination chirurgicale. Garza, casqué, menait la charge.
Son oreillette transmettait la voix de Carter en direct via la balise. Il parlait à voix basse. Il décrivait la pièce, les enfants, la disposition des portes, le regard de Berenger. Chaque mot était une carte précieuse. À l'intérieur du sanatorium, Carter avait les poings serrés. Rex grognait doucement à côté de lui, flairant l'air. Berenger restait immobile derrière la vitre blindée. Son regard ne quittait pas Carter. Elle le scrutait comme un biologiste observe une créature en cage. Puis elle pencha la tête, intriguée. « Vous êtes resté droit, même après la mort annoncée de votre fille. Vous n'avez pas implosé. Vous avez suivi l'instinct du chien. Fascinant. » Carter s'avança d'un pas. « Pourquoi elle? Pourquoi Avery ?» Le silence se fit. Puis d'une voix presque douce, Berenger répondit « Parce qu'elle a survécu à ce que d'autres n'ont pas supporté. Parce que dans son sang, il y a une structure que personne n'avait prévue. Elle est née d'un accident génétique, une résistance naturelle aux neurotoxines expérimentales. Tu crois au miracle? Moi, je vois de la science. » Carter sentit son ventre se nouer. Des souvenirs lui revinrent. L'éruption de plaques après le premier vaccin. L'étrange fièvre une nuit. Les bilans anormaux mais jamais expliqués. « Tu savais dès le début? »« Bien sûr, » répondit-elle, et je n'étais pas seule. Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit métallique retentit. Une porte s'ouvrit dans son dos. 2 hommes, masqués, armés de seringues paralysantes, firent irruption. Rex réagit au quart de seconde. Il bondit, grognant comme un démon, attrapa le bras du premier et l'envoya au sol dans un cri de douleur. Le second tenta de viser Carter, mais l'ex-détective le désarma d'un coup d'épaule bien placé. La seringue vola en l'air, atterrit dans la gorge du premier. Il convulsa avant de s'effondrer. Berenger frappa un bouton sur son pupitre. Des sirènes se mirent à hurler dans tout le bâtiment. Les lumières passèrent au rouge. Carter se jeta sur la commande de porte, verrouillée. Rex aboyait à plein poumon. « On a besoin de renfort !» cria Carter dans son micro. Et à cet instant, les murs tremblèrent. Un hélicoptère Black Hawk venait de se poser sur le toit. Garza et son équipe pénétrèrent par le niveau supérieur, neutralisant les 2 gardes restants en moins de 20 secondes. Des charges furent placées sur les systèmes de verrouillage. Une fois les portes ouvertes, la pièce fut envahie par la lumière des torches, les cris des agents, les ordres précis. Mais Berenger avait disparu. Elle avait prévu sa fuite. Une trappe s'était ouverte sous ses pieds juste avant l'entrée des unités. Seuls ses documents restaient. Un dossier posé, bien en évidence, marqué du nom « Projet Aurora ». Garza le saisit, l'ouvrit. À l'intérieur, des photos d'enfants, tous semblables, tous suivis depuis la naissance, et en bas de page, un logo. Celui d'une entreprise pharmaceutique. Kellum Biosystems, inconnu du grand public, inconnu même de la FDA, mais visiblement bien connecté. Pendant qu'un médecin prenait en charge les 3 enfants, Carter retrouva un passage souterrain récemment cimenté. Rex le guida, à l'intérieur rien qu'une chaise, une caméra et un enregistrement. Carter appuya sur lecture. La vidéo montrait Berenger seul, les yeux cernés. « Si vous regardez ceci, c'est que je suis parti. Mais vous devez comprendre, je ne suis pas une criminelle. J'ai vu le monde mourir dans l'inaction. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose. Les enfants comme Avery sont notre avenir. Pas parce qu'ils sont exceptionnels, mais parce qu'ils ont survécu. » Elle marqua une pause, regarda l'objectif. « Et vous, Carter, je vous respecte. Vous êtes allé plus loin que je ne l'aurais imaginé, mais vous ne m'arrêterez pas. Pas encore. » Puis l'écran devint noir. Garza entra dans la pièce, pâle. On a fouillé les serveurs, elle a tout transféré. Et elle a laissé une dernière note. Elle tendit un papier à Carter. Dessus, une phrase écrite à la main. Ce n'était que la phase 1. Garza tenait le bout de papier du bout des doigts, comme s'il pouvait exploser. La mention phase 1 n'était pas simplement une menace. C'était un aveu, tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'ici. Le faux cercueil, le laboratoire clandestin, l'enlèvement d'Avery, n'était qu'une première étape. Berenger n'était pas une femme isolée, elle appartenait à quelque chose de plus vaste, de plus structuré. Le lendemain, un comité d'urgence fut réuni dans un bâtiment discret du FBI à Quantico. Carter, toujours vêtu de la même veste froissée depuis qu'il avait retrouvé sa fille, y était convoqué comme témoin principal. Garza, elle, menait le briefing. Face à une demi-douzaine d'agents fédéraux et de représentants du département de la santé, elle exposa ce qu'il savait. Le projet Aurora semble être une expérimentation illégale conduite sur des enfants considérés comme génétiquement compatibles. La docteure Berenger a identifié des sujets depuis leur naissance. Elle a falsifié des dossiers médicaux, détourné des produits interdits, manipulé des familles, orchestré des mises en scène.
Elle a probablement bénéficié de complicité dans le corps médical et dans des laboratoires de privés. Elle fit une pause, posant une photo sur la table. Un cliché d'Avery, à l'âge de 2 ans, souriant dans une salle d'attente. En arrière-plan, un logo, Kellum Biosystems. Un homme en costume sombre, visiblement haut placé, s'éclaircit la gorge. Cette entreprise n'apparaît dans aucune base de données du commerce, mais nous avons identifié un bâtiment lié à elle, dans le Wyoming, ancienne base militaire reconvertie, officiellement utilisée pour de la recherche agronomique. Carter se redressa. « Alors on attend quoi ?» Un autre agent, plus jeune, secoua la tête. « On ne peut pas envoyer une équipe sans mandat. Légalement, on n'a rien. Ils ont kidnappé ma fille. » dit Carter, le ton tranchant comme une lame. Ils l'ont remplacée par une poupée dans son propre cercueil. Ils ont utilisé des drogues interdites. Et vous parlez de mandat ? Garza soutint son regard. Elle savait. Elle ressentait la même rage, mais elle devait composer avec les règles, du moins officiellement. Plus tard, en aparté, elle s'approcha de Carter. « Je vais t'aider, mais ça doit rester discret. Si on agit sans feu vert, on devra vivre avec les conséquences. J'ai déjà vécu le pire, Mia. » Cette nuit-là, Carter retourna à l'hôpital. Avery dormait profondément, les bras enroulés autour d'une peluche neuve. Le personnel médical avait ordonné une surveillance 24 heures sur 24. Une caméra, cette fois bienveillante, filmait en continu. Vanessa était restée dormir à côté d'elle, allongée sur un lit de fortune. Rex, lui, était allongé sous le lit, comme au premier jour, comme si rien n'avait changé. Mais il n'avait pas dormi, pas vraiment. Il surveillait, il attendait. Et puis, il se leva d'un coup, sans bruit, oreille adressée. Carter, éveillé par ce mouvement, le suivit du regard. Rex se posta à la porte, aboya. Une seule fois, Carter se leva, il sortit dans le couloir, vide, silence de mort, puis un cliquetis. À l'autre bout du couloir, une silhouette passait rapidement devant la caméra, trop rapide. Mais quelque chose attira l'attention de Rex, l'odeur. Il se mit à courir. Carter le suivit, arme en main. Ils débouchèrent dans la cour arrière de l'hôpital. Une voiture venait de démarrer, trop loin pour lire la plaque, trop sombre pour voir le conducteur. Mais sur le sol, un carnet, identique à celui retrouvé dans la cabane. Garza arriva quelques minutes plus tard. Elle lut la dernière page du carnet, 3 noms, tous d'enfants, tous récemment décédés, officiellement. Et un 4e nom, Avery Whitmore, rayé, en rouge. Ils comprirent alors que Berenger avait laissé un message. Ou un avertissement. Carter ferma les yeux. Il se revit au cimetière. Le cercueil, la poupée, les hurlements de Vanessa, Rex aboyant comme s'il voulait déchirer le monde entier. Elle les observe. Elle continue de les sélectionner, murmura-t-il. Elle a un objectif précis. Et Avery n'était qu'un prototype. Garza posa une main sur son épaule. On ne la laissera pas recommencer. Mais Carter savait que pour l'arrêter, il faudrait plonger plus profond que jamais, plus loin que les procédures. Il faudrait suivre la trace là où elle mènerait, même dans l'ombre, même dans l'illégal, car Berenger ne se cachait pas. Elle préparait la suite. Et Rex, lui, avait déjà retrouvé l'odeur, le Wyoming. Une terre vaste, silencieuse, parsemée de collines poussiéreuses, de forêts denses et de routes que même les cartes hésitaient à tracer. C'est dans cette région, au cœur des monts Slatebrush, que les données de l'enquête menèrent Carter, Garza et une nouvelle unité du FBI. Le site suspecté appartenait à une société écran liée à Kellum Biosystems. Il s'agissait d'une ancienne installation militaire reconvertie, officiellement abandonnée. Officieusement, tout indiquait qu'elle vivait encore. L'accès se faisait par une route forestière sinueuse, accessible uniquement en véhicule tout-terrain. Rex, dans la benne arrière, grognait à intervalles réguliers, le museau collé contre la paroi, comme s'il sentait déjà ce que les humains ne voyaient pas. La première anomalie apparut à 30 km du site. Une caméra dissimulée dans un tronc d'arbre, active, branchée à un générateur solaire. Plus loin, des pièges. Pas pour animaux, pour hommes. Fils de pêche, capteurs de chaleur et même des marqueurs au sol tracés avec des pigments UV, invisibles à l'œil nu mais bien connus des forces spéciales. Tout indiquait une présence humaine extrêmement méthodique, discrète, organisée. À 18h12, ils établirent un périmètre d'observation. La structure, camouflée par une façade en béton végétalisée, s'enfonçait dans la roche. Aucun signe de vie extérieure, mais une chaleur détectée à l'infrarouge. Le bâtiment respirait, des générateurs tournaient, et les analyses audio captaient un bourdonnement constant, des machines, des serveurs, peut-être
des incubateurs, l'assaut fut programmé pour 3 heures. Heures de transition biologique, lorsque le corps humain est le plus vulnérable, le plus lent. Garza conduisait l'équipe Alpha. Carter, contre l'avis de tous, intégra l'équipe Bravo. Il refusait de rester à l'arrière, sa fille dormait chez lui, mais tant que cette femme serait en liberté, il savait qu'elle ne serait jamais vraiment en sécurité. Rex fut équipé d'une micro-caméra et d'un harnais léger. Il avait été entraîné pour les environnements à haut risque. Même à son âge, son flair et son instinct surpassaient encore la technologie. À 2h59, l'ordre fut donné. Ils pénétrèrent le complexe par une bouche d'aération secondaire. Aucune alarme ne se déclencha. Rien ne bougea, comme si tout le bâtiment attendait. À l'intérieur, les couloirs étaient propres. Trop propres. Pas une trace de poussière. Les lumières s'allumaient à leur passage. Automatique, contrôlé. Puis, dans la salle C3, ils trouvèrent la première pièce active. Des berceaux. 23 exactement. Vides, tous numérotés, tous équipés de senseurs biométriques, de régulateurs thermiques. Sur chaque berceau, un nom, Adam, Lily, Nolan, Zoé et une date. De naissance, d'entrée, d'extraction. Sur un écran mural, une base de données était encore ouverte, mais protégée par un code. Carter reconnut immédiatement le logo de Kailum. Garza appela un agent cyber pour tenter une extraction. Puis ils avancèrent plus profondément. Et c'est là qu'ils la retrouvèrent. Pas Berenger, mais ce qu'elle avait laissé derrière elle, un étage entier, à moitié calciné. Un incendie récent, déclenché, à en croire les capteurs, il y avait moins de 24 heures, volontaire. Tout était parti d'un tableau électrique central. Et dans la salle de projection, des images brûlées, partiellement intactes, montraient des enfants. Certains reliés à des perfusions, d'autres filmés pendant leur sommeil. Au sol, un mot griffonné au marqueur, trop tard. Garza serra les dents. Elle a brûlé ses traces, mais Carter, lui, regardait Rex. Le chien fixait un point du mur, grattait, insistait, et là ils comprirent. Derrière la cloison, une pièce cachée. Ils la défoncèrent, et ce qu'ils y trouvèrent figea tout le monde. Un enfant, en vie. Un garçon d'environ 4 ans, maigre, recroquevillé dans une cage transparente, les bras autour des genoux, à côté de lui, une seringue cassée. Et sur son bras, un bracelet, avec un nom, Avery Whitmore. Ils avaient utilisé son identité pour masquer un autre enfant. Une fausse piste dans une fausse piste. Carter s'agenouilla doucement. Le garçon le regardait sans ciller, comme s'il n'avait plus peur depuis longtemps. « Je m'appelle Ethan, dit-il dans un murmure. Elle m'a dit que je deviendrais comme elle. Comme qui ? Demanda Garza. Le garçon hésita, puis il répondit, comme l'autre fille, celle qu'ils ont enlevée d'abord, la plus forte, celle qui ne pleurait jamais. L'enfant sauvé, Ethan, fut immédiatement exfiltré du complexe et placé sous surveillance médicale dans un site sécurisé. Les premières analyses révélèrent des marqueurs biologiques identiques à ceux détectés chez Avery. Une résistance anormale à plusieurs molécules toxiques, une stabilité neurologique rare et surtout, une structure génétique manipulée. Quelqu'un avait modifié son ADN. Garza en perdit le sommeil. Ce n'était plus de la médecine, c'était de l'eugénisme clandestin. Dans les jours qui suivirent, le dossier Aurora fut partiellement déchiffré. Le nom de Berenger apparaissait à côté d'autres scientifiques. Un certain docteur Ronald Avery, un généticien disparu depuis 10 ans, une neurologue appelée Madison Kelm et un financier offshore nommé Darius Cole. Tous liés à des projets médicaux enterrés depuis l'époque du Patriot Act. Des essais classifiés, autorisés sous couvert de lutte contre le terrorisme biologique. Des essais devenus hors de contrôle, puis effacés, officiellement. Mais quelqu'un avait continué, en secret. Et Berenger n'était que le visage visible de cette hydre souterraine. Carter, de retour chez lui, passait ses journées entre sa fille et son ordinateur. Avery avait recommencé à parler, par bribes, des cauchemars, des souvenirs confus, un endroit froid, une femme qui la regardait dormir, et cette phrase qu'elle répétait souvent en chuchotant dans son sommeil, « Tu es la première ». Le mot « première » résonnait sans cesse dans l'esprit de Carter. Il avait désormais la certitude qu'elle n'avait pas été choisie par hasard. Son profil génétique avait été isolé puis ciblé. Dès la naissance, peut-être même avant. Qui d'autre était surveillé ? Combien d'autres enfants et combien de Berenger agissaient encore dans d'autres états, sous d'autres noms. Rex, toujours aux côtés d'Avery, semblait absorber chaque vibration émotionnelle. Lorsqu'elle tremblait dans son sommeil, il posait la tête contre elle. Lorsqu'elle ouvrait les yeux, perdue, il lui léchait la main.
il ne grognait plus, il veillait. Garza, quant à elle, fit une découverte majeure en épluchant les registres de Kailum. Un des bâtiments de l'entreprise, situé à Beacon Valley dans le Colorado, avait été revendu 6 mois plus tôt à une société fantôme, par un notaire lié à un ancien sénateur. Et dans ce bâtiment, un laboratoire d'imagerie cérébrale avait été réaménagé. Aucun permis de travaux, aucun employé déclaré. Mais une ligne d'électricité active, des livraisons nocturnes, et une rumeur locale, le bruit d'enfants pleurant dans un endroit censé être vide. Carter prit une décision. Il n'attendrait pas que le système se retourne encore contre lui. Il rassembla ses affaires, chargea Rex dans la voiture et passa voir Garza une dernière fois. « Tu ne peux pas faire ça seul, dit-elle. Il haussa les épaules. « Je l'ai déjà fait, et regarde ce que j'ai trouvé. Tu risques ta vie ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Ce n'est plus ma vie que je protège. » Elle lui tendit un dossier, une autorisation signée en off par un contact du département de la sécurité intérieure. Une infiltration tolérée mais non reconnue. En d'autres termes, il avait feu vert à ses risques et périls. Sur la route de Beacon Valley, Carter se remémora tout. Le cercueil vide, le cri de Rex, la poupée, le regard d'Avery, la vidéo dans la cabane et cette voix froide de Berenger, toujours calme, toujours certaine. Ce n'était que la phase 1. Arrivé à l'adresse, il se gara à l'arrière d'un entrepôt abandonné. Pas de caméra visible, pas de mouvement, mais Rex était tendu, silencieux. Il respirait lentement. Fixait une entrée latérale à moitié dissimulée par un conteneur. Carter s'équipa. Gilet pare-balles, lampe tactique, caméra frontale. Il plaça un traceur GPS sur Rex juste au cas où. Puis ils s'enfoncèrent dans l'obscurité. Le couloir sentait la poussière et le formol. Mais plus ils avançaient, plus une autre odeur se distinguait. Une odeur stérile, chimique, propre, beaucoup trop propre pour un entrepôt abandonné. Puis, une lumière. Une salle éclairée par des néons blancs, vide de toute âme, mais remplie de lits médicaux et de cages, vides elles aussi, sauf une silhouette, debout, de dos, une blouse blanche, cheveux attachés. Carter leva son arme. « Tournez-vous !» La silhouette obéit. Ce n'était pas Berenger, mais une femme plus jeune. Même regard, même calme. Et dans ses bras, un nourrisson. « Je m'appelle Shelby Kelm, dit-elle. Vous cherchez Linda ? Moi aussi. Elle m'a trahi, comme elle vous a trahi, vous. » Carter baissa légèrement son arme. Rex grogna doucement. « Expliquez-vous, dit-il. » Shelby s'assit lentement sur une chaise en plastique berçant l'enfant. Linda était brillante. Elle croyait au projet Aurora. On voulait créer des enfants résistants, capables d'endurer les nouvelles maladies, les polluants, les neurotoxines. Un monde en décomposition exigeait une nouvelle espèce. Pas une amélioration, une survie. Carter serra les dents. Et elle s'est servie de ma fille comme cobaye. Shelby hocha la tête. Avery était une réussite, inattendue. Linda n'a pas su résister. Elle voulait recommencer. Encore et encore, jusqu'à perdre le contrôle. Où est-elle ? Shelby leva lentement les yeux. Elle n'est plus aux États-Unis. Elle était là où les lois n'existent pas. Et elle emmène les enfants les plus prometteurs. 5 sont déjà partis. Bientôt plus. Carter sentit la colère monter. Mais Shelby tendit l'enfant vers lui. Celui-ci n'a pas encore été modifié. Il était né naturel. Linda allait le transférer. Il vous appartient désormais. À vous de décider s'il mérite d'être protégé ou étudié. Carter resta figé quelques secondes, les yeux rivés sur le nourrisson que Shelby lui tendait. L'enfant dormait profondément, paisible, insouciant du chaos dans lequel il venait de naître. Ses petites mains se serraient par réflexe autour du tissu de la couverture et son souffle était si léger qu'il semblait irréel. Rex s'approcha. Il renifla l'enfant, posa doucement sa truffe sur le front du bébé, puis se tourna vers Carter. Il ne grogna pas. Il ne réagit pas comme lorsqu'un danger planait. Il veillait. Shelby, assise, attendait. Son visage restait calme, mais dans ses yeux, quelque chose vibrait. Un doute, une fatigue, peut-être même un reste de culpabilité. Carter prit le bébé dans ses bras. Il sentit son poids, la chaleur de sa peau, sa fragilité. Et soudain, un souvenir le frappa de plein fouet. Le jour où Avery était né. Ses mains tremblantes, la peur de ne pas savoir faire, la promesse muette qu'il s'était faite, ce jour-là, « Tu ne manqueras jamais de protection, pas tant que je respirerai. » Il regarda Shelby. « Pourquoi me le donner ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je croyais en Linda, et je me suis trompé. Je l'ai suivi trop loin, ce projet, à avaler tout ce qu'il touchait, et maintenant il faut quelqu'un pour sauver ce qui peut encore l'être. Comment je peux te faire confiance ? Tu ne peux pas. Mais lui, dit-elle en désignant Rex, il sait.
S'il était dangereux, il aurait déjà réagi. Carter garda le silence. Puis il demanda doucement « Où est Linda exactement ?» Shelby hésita, puis elle se leva, marcha vers un coffre en métal et en sortit une enveloppe scellée. À l'intérieur, une carte, des coordonnées, un endroit perdu entre le Pérou et la Bolivie. Elle a installé une base là-bas, hors juridiction, dans une ancienne station d'observation climatique. Elle y transporte les enfants qu'elle considère comme éveillés. Carter lut la carte. Pas de route, pas de ville, juste un nom griffonné, .0. Garza fut contacté immédiatement. Le FBI, malgré le manque d'autorité internationale, s'engagea à préparer une intervention via des partenaires. Mais Carter savait qu'ils arriveraient trop tard, trop lentement, trop légalement. Alors il prit une décision. Encore une fois, il retourna chez lui, confia Avery à Vanessa, la serra longuement dans ses bras. Il lui raconta tout, l'enfant, Shelby, le refuge, le dernier lieu. Puis il lui dit simplement « Je dois finir ça ». Elle ne pleura pas, elle hocha la tête. Et elle lui dit une seule phrase qu'il n'oublierait jamais « Ramène-toi vivant ou ramène-la ». Il embrassa Avery sur le front. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait. Elle glissa une peluche dans son sac. « Pour le bébé », dit-elle, puis elle prit la main de Rex. « Tu veilles sur lui ?» Le vieux chien leva les yeux vers elle, puis vers Carter, puis il se coucha au pied du sac. Il avait déjà choisi. Quelques jours plus tard, en pleine jungle sud-américaine, un petit hélicoptère privé se posa en catastrophe sur une clairière dégagée. Carter, accompagné de Rex, débarqua avec un guide local. L'air était lourd, chargé de pluie, mais l'endroit correspondait exactement aux coordonnées. Un dôme en verre et acier s'élevait dissimulé sous un faux feuillage. Gardes armés, caméras, et au centre, un bâtiment circulaire, une station refroidie, sécurisée, isolée. À la jumelle, Carter distingua une silhouette familière, Berenger, plus fine, plus vieille, mais toujours droite. Elle tenait un carnet, et elle parlait à une fillette qui ressemblait étrangement à Avery. Ce n'était pas elle, mais c'était le même âge, le même regard vide, le même silence résigné. Il sentit la colère remonter comme une vague, mais il la retint. Pas ici, pas maintenant. Il attendit la nuit. À minuit passé, il pénétra le périmètre, neutralisa silencieusement deux gardes, envoya Rex infiltrer les conduits. Il suivit sa caméra depuis une tablette, pièce après pièce, enfant après enfant, tous endormis, connectés à des machines, à un programme. Puis Rex s'arrêta, fixa une porte, gratta doucement. Carter s'y rendit, et là il entra dans le cœur du laboratoire. Linda Berenger était là, seule, debout, comme si elle l'attendait. « Tu es venu ?» dit-elle. Carter l'avisa. « Pourquoi ?» Elle sourit tristement. « Parce que tu as compris. Ce que nous faisons n'est pas le mal, c'est la survie. Ces enfants seront ceux qui traverseront le siècle prochain. Tu les voles à leur famille, tu les drogues, tu les déshumanises. » Elle haussa les épaules. « La nature est cruelle, moi je la rends plus efficace. » Carter s'avança. Berenger ne bougea pas. Puis, doucement, elle sortit un dossier de sa poche. « Voici tout ce que tu veux. Nom base, financement. Saisis-les. Démolis le projet. Mais sache ceci, même si tu détruis ce que j'ai bâti, d'autres recommenceront. Tu ne peux pas arrêter une idée. » Carter hésita, le doigt sur la détente, puis il abaissa son arme. « Je préfère te voir jugé, condamné, que tu survives, pour voir ce que tu es devenu. » Il lui passa les menottes. Rex s'approcha, grogna une dernière fois, et ensemble, ils sortirent du complexe. Le retour aux États-Unis fut discret, mais chargé. Linda Berenger, exfiltrée dans un avion militaire non identifié, fut transférée sous haute surveillance vers une prison fédérale spécialisée dans la détention des criminels, considérés comme à valeur stratégique. Elle ne parla pas davantage, pas lors de l'arrestation, pas pendant l'interrogatoire, pas même face aux agents du FBI. Elle se contentait de fixer les visages, comme si elle évaluait en silence leur potentiel génétique. Garza, en lisant les centaines de documents récupérés au Pérou, comprit l'ampleur du réseau. Aurora n'était pas un projet, c'était une idéologie. Plusieurs pays étaient impliqués, souvent sans le savoir. Des pédiatres complices, des hôpitaux infiltrés, des centres d'adoption utilisés comme couverture. Chaque enfant sélectionné répondait à un protocole précis, chaque disparition maquillée avec soin. Et au centre de tout cela, la vision déformée d'un monde à purifier par l'évolution contrôlée. Mais ce cauchemar avait désormais un visage, et ce visage était en cellule. Pendant ce temps, Carter revint chez lui.
Il retrouva Avery dans le jardin, en train de jouer avec Vanessa. Le soleil brillait, l'air avait ce goût rare de normalité. Et au pied de l'arbre, Rex, assoupi, veillait encore. Le vieux chien s'était blessé pendant l'opération, une entaille sur la patte. Mais il avait refusé toute anesthésie. Comme s'il savait qu'il n'en aurait plus beaucoup, des moments comme celui-là. Carter s'accroupit près de lui, le regarda dans les yeux. « Tu l'as ramené ?» Rex leva lentement la tête, puis il posa son museau contre sa main. Longtemps. L'enfant récupéré au laboratoire, celui qu'ils appelaient désormais Elijah, fut confié à une famille d'accueil temporaire, en lien avec un programme spécialisé dans les traumas complexes. Garza s'assura qu'il ne serait jamais étudié ni fiché. Il serait protégé, comme Avery l'avait été, comme tous les autres le seraient à l'avenir. Carter, quant à lui, déposa officiellement sa démission. Il avait vu ce que la loi ne pouvait pas toujours atteindre. Il avait fait ce que la justice n'aurait jamais osé approuver. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il n'aurait rien changé. Il aurait refait chaque pas. Pour elle, pour Avery, pour tous ceux qu'on avait oubliés. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ce que Rex lui laissa. Un matin, quelques semaines plus tard, Carter se réveilla et ne trouva pas Rex à son pied de lit. Inquiet, il sortit dans le jardin. Le vieux chien était là, couché près du grand arbre. Immobile, le regard tourné vers la maison, comme s'il surveillait encore, il ne respirait plus. Carter s'agenouilla, une main sur son flanc. Il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, longtemps, en silence, à regarder ce compagnon qui lui avait offert l'impossible. Une seconde chance. Les jours suivants, ils l'enterrèrent au pied de l'arbre. Avery déposa une pierre peinte à la main avec un cœur et une patte dessinée dessus. Vanessa planta des tournesols autour. Carter grava une plaque. Rex, gardien de la lumière dans les ténèbres. Le monde dehors continuait à tourner. Les procès allaient devenir. Les révélations publiques aussi. Mais pour la première fois depuis longtemps, Carter n'attendait plus un signal d'alarme. Il respirait. Il vivait. Et Avery, elle, riait à nouveau. Plus tard, alors qu'il rangeait le garage, il tomba sur un vieux carnet de notes. Celui qu'il avait tenu pendant toute l'enquête. Au dernier chapitre, il avait écrit quelque chose, presque machinalement, sans s'en souvenir. Il faut parfois un chien pour retrouver ce que les hommes ont perdu. L'instinct, la loyauté. Et surtout, la vérité. Il referma le carnet, le plaça dans une boîte, puis il sortit dans la lumière vers sa fille, vers l'avenir, vers ce qui pouvait encore être sauvé. Et dans un coin de son esprit, une promesse silencieuse flotta. « Je veille.